Je vais abuser de mon rôle en te posant non pas une question mais deux. La première, elle est, disons, sur la dimension réflexive de ton travail, puisque tu as justifié l'organisation de ton livre en 6 journées en disant « je ne commets pas d'anachronisme », et puis tu as expliqué justement l'importance de la semaine de 6 jours plus 1. Donc c'est une question un peu générale, si l'on veut, sur la temporalité de ton écriture et la temporalité de la recherche sur le rythme, puisqu'on dirait que c'est un thème qui a son propre rythme dans la manière de se faire rappeler au souvenir des chercheurs, des historiens en particulier, mais pas seulement. Donc, première question, de quel anachronisme aurait-il pu être question si tu avais pris un autre parti? Donc, est-ce que tu peux justifier un peu ce jeu en miroir entre la structure de ton livre et ton objet? Ça, c'était la première question. La deuxième, je la pose tout de suite aussi, c'est bien sûr cette métaphore du concert qui ne peut manquer de me parler. Lorsque tu dis que l'histoire transversale telle que tu la conçois est une manière de faire des coupes pour faire entendre les instruments du concert, c'est, je crois, ton expression. Donc, est-ce que tu pourrais... Là encore, c'est un peu une question sur la méthode, mais enfin, de quel concert s'agit-il au juste? Qui pourrait être un auditeur de ce concert? Bon, on a tout de suite envie de penser soit à personne, soit à Dieu peut-être, mais en tout cas pas à chacun d'entre nous. Et en même temps, peut-être que non, que ton hypothèse est plutôt... bien celle d'une sorte de perception de ce concert qui serait une dimension de notre expérience subjective aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu considères les deux choses. Donc, question sur la réflexivité et la forme de ton livre, question sur le concert, si tu peux. Merci. Je ne sais pas si je vais bien répondre d'ailleurs. Sur la réflexivité... Oui, il y a eu un moment où j'étais un peu perdu parce que je voyais tous ces problèmes. Et il est rare que, comment dirais-je, que les historiens essaient de toucher à la fois à tout ça. Hein. C'est-à-dire, par exemple, à l'écriture musicale, au neume, par exemple, pour parler d'un côté, à la seulement triennale, donc à l'agriculture, ou au conflit de travail, etc. Enfin, si vous voulez, tout ça. Mais on est en face à chaque fois de rythmes effectivement différents, à la fois de niveaux sociaux, enfin j'aime pas beaucoup le mot niveau, mais de réalité sociale et puis de temporalité très différentes. Et donc comment organiser ça? Alors est-ce que si le plan avait été différent, c'est ça un peu la question, qu'est-ce que ça aurait donné? Ou est-ce que... Oui, quelles étaient les alternatives? C'est notre manière de formuler la je ne sais pas s'il y en avait à partir du moment où je... Oui. Mais j'insiste quand même sur la question autour de la notion d'anachronisme. L'anachronisme. C'est-à-dire, nous, historiens, par rapport au passé, ou bien... parce que j'utilise le mot anachronisme, effectivement, pour plusieurs choses. Pour l'anachronisme, dans la société même, il y a anachronisme. Il y a anachronisme entre, je sais pas, production des images et musique, par exemple. Il peut y avoir alors, mais il y a aussi la question de de ce que Marc Bloch appelait le péché d'anachronisme. Hein, l'historien alors, je ne crois pas tomber dans ce péché-là, supposer, encore que je crois parfois que l'anachronisme, enfin l'anachronisme tel que je l'utilise ici, il est productif en ce sens que je pense toujours que c'est le face-à-face du présent et du passé qui génère la différence et donc qui donne des idées, je dirais. Hein. On ne peut pas écrire l'histoire en dehors du présent dans lequel on est, ça c'est clair. On est donc dans une situation d'anachronie, puisqu'on ne vit pas au même temps et on ne vit pas au même rythme, etc. Mais c'est absolument indispensable de passer par cette épreuve-là pour pouvoir penser historiquement et écrire de l'histoire. Voilà, donc il y a ces deux sens du mot. Maintenant, alors je n'ai pas conscience d'être anachronique en prenant comme plan la Genèse, pas du tout. Et c'est pas d'ailleurs pour entrer, je sais pas, par une espèce d'effet d'assimilation, d'identification au genre du Moyen-Âge, dont je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas Michelet, hein, c'est pas ça du tout. Mais je trouve que ce modèle, il est très opérant. D'abord, il m'a permis de bien circonscrire des parties, et ma foi, on ne peut pas écrire de façon absolument continue pendant 500 pages, donc on est bien obligé de couper quelque part, et de me forcer. C'est peut-être ça qui a été le plus important, de me forcer à faire entrer effectivement dans chacune de ces 6 boîtes tout ce que j'avais à dire.
Et ça a fini par marcher, mais ça n'a pas été facile, mais ça a fini par marcher. C'est-à-dire articuler tout ça pour que ça concerne effectivement 6 journées. Autrement, l'alternative, ben, ça aurait été de faire comme font souvent les collègues italiens, c'est-à-dire un plan en 40 parties, par exemple, 40 petits chapitres l'un derrière l'autre. Mais là, la formation du plan en 3 parties fait que je n'en suis pas capable, et que ça me semble vraiment brouiller beaucoup les choses. Donc je cherchais quelque chose, mais qui ne soit pas non plus le plan en 3 parties, d'abord qu'il ne s'imposait pas, enfin il ne s'imposait pas, et puis je n'en voulais pas de toute manière. Donc c'est vraiment trop rhétorique dans la tradition de nos études. Voilà, bon, je ne sais pas si je réponds bien, mais voilà. Et alors la question du concert, est-ce que je me trompe en utilisant cette métaphore? Bien sûr, un concert, c'est extrêmement organisé. Je veux dire, tout marche très bien ensemble. Moi, j'essaie plutôt de montrer qu'il y a, non pas des couacs, mais que quand même tous ces instruments-là ne jouent pas au même tempo. Hein, ce qui ne serait pas un concert, effectivement. Je ne peux quand même pas conclure en disant que ce sera une cacophonie. Enfin. Voilà, c'est ça. Hein. Mais je crois que c'est essentiel pour penser le rythme, hein, ces contradictions permanentes. Mais finalement, on vit très bien avec. C'est ce que je voulais dire en disant que malgré tout, on tendait à les unifier. Dans notre vie, ça ne nous dérange pas d'être à la fois de faire notre jardin comme on le fait depuis le néolithique et d'utiliser notre téléphone portable. Je veux dire que ça marche très bien ensemble, alors que c'est 2 mondes en réalité totalement différents et des temporalités totalement différentes. Avec le téléphone portable, je peux entrer en contact en temps réel avec un collègue japonais alors que je suis dans mon jardin en train de bêcher et planter des fleurs, comme on le faisait au néolithique. C'est quand même vertigineux, non ? Donc, si je peux encore te relancer sur cette question, par rapport à qui est l'auditeur de ce concert, c'était ma question. Est-ce que tu penses qu'on a quelque part une sorte de perception, même inconsciente, même sous-jacente, quelque chose comme une multiplicité rythmique que nous portons en nous? En disant ça, d'ailleurs, je crois que je fais signe aussi vers des questions qui intéressent beaucoup Pascal Michon, mais après, je commence par te la poser à toi. Ben, je ne pense pas on vit dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on en a une conscience claire. Ça, c'est clair. Enfin, c'est évident. Donc, on n'est jamais que partie prenante d'une partie de tout ça, même si on est dedans. Je veux dire, on ne peut pas clarifier, objectiver l'ensemble des rythmes dans lesquels on vit, parce qu'il y en a tellement, et ils sont là très largement inconscients. Maintenant, un autre aspect de la question, c'est évidemment de savoir comment un lecteur, s'il s'en trouve, va réagir à cette proposition qui touche à la fois à son présent, hein, à la fois sur le plan conceptuel, donc c'est le début de la première journée, et puis à son vécu. Parce que si j'ai choisi les 6 jours de la création, c'est quand même que la semaine, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que le week-end, on sait ce que c'est. Et donc, plonger le lecteur dans une réflexion sur le fondement même d'un rythme extrêmement important pour lui, ça n'est peut-être pas totalement inutile. C'est-à-dire de faire comprendre que des questions comme puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, le temps du travail, l'ouverture des magasins le dimanche, etc., ce sont aussi des questions historiques qui mettent en jeu des choses très, très importantes et depuis très longtemps. Voilà, c'est un petit peu ça aussi que je vise en invitant à ce concert qui n'en est pas tout à fait un. Merci beaucoup. Il est temps de donner la parole à la salle, bien sûr. Oui, je reviendrai volontiers sur cette affaire de journée, parce qu'elle a été aussi très importante dans l'histoire de la littérature, pour identifier une sorte de cellule organisable, plastique, individuante elle aussi. Et il y a des beaux textes de Starobinsky que vous devez connaître justement sur l'ordre du jour. Et moi aussi je suis intriguée en fait par ce choix que vous avez présenté un peu arbitraire, mais qui en même temps semble vraiment un ferment de signification, de ce choix de l'ordre des jours. Parce que dans mon souvenir, la journée chez Rousseau, la journée chez Baudelaire, c'est vraiment une cellule d'organisation, une espèce d'ultime cellule d'organisation rythmique. Donc voilà, je suis intriguée par cette affaire de la journée, au-delà peut-être du souvenir biblique comme une espèce
comme une espèce de lieu de, voilà, un ultime mode d'organisation dans le temps effectivement plastique, presque à l'excès. Oui. Mais alors, voulez-vous dire par là qu'il y aurait quelque chose de naturel, c'est-à-dire qui s'impose universellement? Bon, évidemment, le rythme du jour et de la nuit, c'est un problème. Mais, je pense que comme Esteban, je suis intriguée par le fait que ça se soit, mais pourquoi ça se soit imposé. Alors, le 6 plus 1, enfin, c'est très très passionnant cette publication finale, mais le jour lui-même, comme sécurité, dans laquelle vous dites, dans chaque jour, j'ai pu faire rentrer tout ce dont je voulais parler, comme une sorte de boîte dans laquelle on arrive à... Oui, mais sans contrainte particulière. Hein, je n'ai pas. Bon, ça a été long, si vous voulez, mais ça ne m'a pas donné trop de mal. C'est-à-dire qu'entre le corps, la nature d'un côté, l'espace de l'autre, etc. Oui, je rajouterais juste à ce que vous dites, puisque vous avez cité Rousseau, etc., que ce qui m'a toujours frappé, c'est le succès de la Révolution en ce qui concernait l'espace, enfin plus ou moins, puisque les premiers projets étaient tellement géométriques que ça ne pouvait pas tenir. Et finalement, les départements, ça a été vraiment ceux de la dentelle, hein, et en tenant compte de très très longues continuités historiques. On peut faire remonter jusqu'à l'époque carolingienne, hein, dans le découpage des départements. Ce n'était pas du tout arbitraire, comme ça. Mais en tout cas, ça a marché. À tel point qu'aujourd'hui, hein, si on parle de supprimer les départements, c'est la révolution, bon, de nouveau. Mais sur le temps, ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que la semaine, si j'ose dire, décadaire, ça a été un échec immédiat. Ça n'a pas du tout marché. Donc il y a là quelque chose, en effet, de très fort. Si juste je trouve très très juste ce que vous dites sur l'utopie comme seul lieu d'une possible politisation du temps, en fait, enfin des rythmes. Et on rappelle souvent cette anecdote racontée par Benjamin à propos de la commune, oui. qui tire sur les horloges pour l'ultime. Oui. Oui, alors là, il y a bien sûr tous les textes. J'ai un texte de Victor Hugo extraordinaire sur les horloges comme cette machine qui exploite, qui écrase l'ouvrier, enfin, quand il se trouve. Ça me va parce que disons, le passage le début de l'intérêt de Barthes pour la notion d'individuation a commencé par le moment où il a lâché justement un goût pour les textes de Fourier ou pour ces espèces de grammaire existentielle trop parfaite. Tout à fait. Non, mais bon, ce que vous dites, évidemment, enfin, j'en cite une partie, mais pas tout. Ouais, c'est-à-dire qu'on tire un fil et puis ça n'en finit pas. Et puis... Justement, moi j'étais un peu interpellée par l'idée d'utopie, en fait. J'étais un peu surprise dans la façon dont vous l'avez introduit. Parce que vous posiez la question, est-ce que le rythme peut s'arrêter, est-ce que le rythme peut mourir? Et là je me disais, bon, on est au Moyen-Âge, donc on est dans un principe essentiel, enfin, un rythme comme un principe vital qui articule et qui organise les choses. Et j'ai pensé que, quand vous avez posé la question très stimulante, je me disais peut-être on va parler, peut-être ça serait la mort. Et du coup, vous avez parlé d'utopie et ça m'a un peu intriguée. Et du coup, voilà, ma question était, est-ce que vous aviez hésité entre cette possibilité pour des raisons utopie en tant qu'harmonie, mais est-elle pensée comme une sérénité neutre? Moi je pense à Héraclite ou à Platon dans le Banquet, où justement il dit l'harmonie et l'annulation, enfin la mise en équilibre plutôt des forces contraintes, même articulées un peu dans le temps, dans le Banquet. Dans Héraclite c'est simultané, mais on a parfois cette idée de juxtaposition. Donc est-ce que l'utopie c'est une sorte d'ataraxie qui s'est réarticulée dans le plan rythmique? Et puis en même temps, vous avez rappelé dans la conclusion, vous avez dit, c'était très 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 joli, nous vivons le rythme. Donc en fait, est-ce que ça suggère que l'essence du temps rythmé est inhérente au principe vital, et du coup, un temps de l'Église, donc fin du temps, fin de la vie, du rythme que nous vivons, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'absolu, mais nous le subissons en fait dans notre
dans la façon dont chaque individu ou société va investir la semaine ou le temps ou la journée. Et donc, voilà, je me suis dit, utopie ou la mort, ou alors le salut chrétien, c'est une utopie. Enfin, voilà, c'était un petit peu les questions que je me suis posées. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Alors, j'ai essayé de... peut-être la mort et l'utopie, gardons ces deux termes. Si vous voulez, là aussi, c'est une question de mettre face à face nos conceptions de la mort et les conceptions anciennes, qui ont duré extrêmement longtemps, hein, qui ne sont pas mortes d'ailleurs, qui sont toujours présentes en partie, mais par exemple la question de la mort subite. La mort subite, qui au Moyen-Âge est la chose la plus épouvantable qui puisse arriver à quelqu'un, puisqu'il ne s'est pas préparé à la mort. Hein, il n'a pas reçu les sacrements, et donc il est voué à l'enfer. Bon. Alors que pour nous, la mort rapide, sans douleur, etc., plus vite on meurt, mieux ça vaut, d'une certaine façon. Et surtout, on n'a pas d'agonie, alors que l'agonie est très valorisée au Moyen-Âge. Hein. Vous voyez le livre de Duby, là, Le meilleur chevalier du monde, ça a duré pendant des mois. C'est vrai, toute la population était là. Et ça, c'est formidable de mourir comme ça. Bon, c'est pas extrêmement réjouissant pour nous, mais c'est comme ça. Hein. Mais en plus, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mourrez, vous avez fait un testament et vous avez toutes les dispositions testamentaires compris pour votre âme pour vous sortir du purgatoire. Vous allez rester encore à notre temps pendant des mois ou des années. Le temps de l'au-delà est un autre temps, mais ça va durer. Et il y a les revenants, dont j'avais parlé dans un livre, il y a les retours du mort qui demandent... Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Voilà. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que la mort ne clôt pas le rythme, elle fait changer les rythmes, mais elle ne le clôt pas. Le temps de la mort, ce n'est pas seulement jusqu'à la mort. C'est ça, d'une certaine façon, et c'est ce que montre d'ailleurs le mot anniversarium, ça commence à la mort. La vie commence à la mort. Bon, voilà, je voulais juste remettre ça en place. Alors l'utopie, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à Héraclite, je ne sais pas. Si vous voulez, pour moi, historiquement, ce qui se passe, c'est que c'est Thomas More qui introduit, comme on sait, le mot utopie. C'est donc quelque chose de relativement tardif pour moi, mais tout à fait dans la continuité. Et donc, on dit souvent d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'utopie, hein, mais peut-être que la seule exception, parce qu'il y a l'âge d'or, il y a le paradis terrestre, il y a tout ça, mais ce ne sont pas des utopies. L'utopie qui apparaît, c'est au XIIIe siècle, au Fabelio du pays de Cocagne. Il y a un livre d'un collègue brésilien qui est apparu récemment, français, qui a été traduit en français sur le pays de Cocagne, je vous recommande. Le pays de Cocagne, qui devient cocaine en Angleterre tout de suite après, enfin ça devient un très très grand thème, ce pays de Cocagne. Et puis, tout à fait dans la continuité du pays de Cocagne, il y a l'abbaye de Thélème, que d'ailleurs le livre ne cite pas, je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors ce sont surtout le pays de Cocagne des pays étonnants du point de vue des rythmes, parce que par exemple on fête 4 fois Pâques dans l'année. Il n'y a pas de jour de travail. C'est la fête permanente. L'argent coule à flot, mais on n'en a rien à faire parce qu'il n'y a pas de commerce, etc. Enfin, vous voyez, tout est désorganisé de ce point de vue-là, mais en même temps, ça marche très bien. Tout le monde est très heureux, tout le monde ça va, on s'accouple avec qui on veut, enfin, tout va très bien. Et en revanche, il n'y a jamais de carême, parce qu'il y a derrière, évidemment, l'antagonisme carnaval-carême qui est très très important. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez, très empiriquement, que j'ai essayé d'étudier un petit peu ce thème comme une sorte de désorganisation harmonieuse des rythmes sociaux, et surtout des rythmes ecclésiastiques, parce que tout ça est extrêmement anticlérical. Voilà, c'est tout. Merci Jean-Claude Schmitt. Moi j'ai vivement apprécié votre texte final. Il n'y a pas une virgule à changer. Non, blague à part, j'apprécie la délicatesse aussi, je pense que Pascal Michon y sera sensible, qui consiste à nous proposer autre chose. Et il faudra au moins 7 jours pour vous lire lorsque le livre sera sorti. Je vais m'attacher surtout peut-être à la première journée, si j'ai bien compris, où je me sens peut-être moins incompétent que sur les autres. Et j'apprécie la façon dont vous reliez la définition extrêmement précise d'un terme à ce que vous appelez sa signification élargie dans un monde holistique. Donc, en partant effectivement du champ poétique accentué,
le rhythmus étant dans le domaine très précis à ce moment-là du chant et de la musique uniquement, vous montrez bien comment aussi dans l'aller-retour avec nous, cela nous donne le droit d'une certaine façon de l'étendre. Ma question est la suivante. On connaît l'évolution finalement peut-être inverse du mot rhythmos en Grèce, c'est-à-dire qui part manifestement, si on en croit Benveniste, d'une grande extension sémantique, configuration particulière du mouvant, le pli voilà, et qui se resserre manifestement, d'après Benveniste, à partir de Platon, dans le sens donc de l'ordre du mouvement, ou du moins qui s'applique uniquement au domaine, disons, musical ou humain. Voilà. Donc ma question est la suivante. Au fond, comment on justifie, je ne le sais pas, au fond, je ne sais pas très bien ce qui se passe entre le moment où rhythmos en grec a un sens technique très précis chez Platon et Aristote, et comment on passe donc ensuite au latin, qui semble conserver ce champ précis, tout en s'ouvrant, puisque vous citez vous-même le fait que déjà il signifie pou chez Galien. Oui, mais c'est vraiment un impact, hein. C'est vraiment très très exceptionnel. Okay. C'est repris par les médecins au Moyen-Âge, mais oui, c'était étrange. Oui. En tout cas, merci pour l'histoire transversale par couple, le tuilage, tout ça, j'ai aussi beaucoup apprécié. Mais donc voilà, comment penser le lien entre l'évolution sémantique de rhythmos et ici le nom latin? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre exactement. Merci d'abord de rappeler en effet qu'il y a, et ça Pascal Michon l'a bien montré aussi, hein, cette réduction avec Platon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, Platon, mais il y a quand même, par rapport au présocratique, hein, les Bocrites, etc., cette manière particulière de fluer. Hein, je crois que c'est votre définition tirée effectivement de l'article de Benveniste et de quelques autres. Mais, et alors après, c'est le passage rhythmos platonicien, disons, à rhythmus augustinien. En fait, c'est là. Hein, enfin, déjà avant, bien sûr, c'est le mot latin bien avant les chrétiens. Mais alors ça, je n'ai pas voulu trop approfondir cette question parce qu'elle est présente chez Marie Formarié, n'est-ce pas, dans son livre qui justement traite du passage, hein, de la rhétorique antique à la rhétorique médiévale. Le mot équivalent de rhythmus, c'est souvent, et Saint-Augustin, il donne comme équivalent numerus. Numerus. Hein. Mais ce n'est pas numerus au sens arithmétique étroit. Hein. Je pense que c'est vraiment le numerus au sens biblique, si vous voulez. Hein, c'est comme mensura. Mensura, ce n'est pas la mesure au centimètre, avec au millimètre près, pas du tout. Hein, la mensura, c'est de l'ordre de la musique, hein, justement, de l'harmonie du monde, etc. Et ça, il y a eu des travaux pour les médiévistes là-dessus qui sont tout à fait... ou le travail de Paul Zumthor, la mesure du monde. Hein, justement, pardon, dans le dernier chapitre du De Musica, si ma mémoire est bonne, Saint-Augustin ne dit plus rhythmus, mais il ne dit plus que numerus. Comme si, effectivement, comme vous le dites bien, numerus était lié à ce moment-là à l'ensemble de l'univers. Oui, non, mais donc ça se rejoint, effectivement. Voilà. Mais ensuite, au Moyen-Âge, c'est quand même... On ne dit pas numerus pour parler du chant grégorien. On ne dit pas numerus, on dit rhythmus. Et on oppose, et ça c'est Bède qui l'a fait la façon la plus nette, mais il n'est pas le premier, mais Augustin déjà, et puis d'autres pères de l'Église. Et puis Bède, dans sa rhétorique, il réserve une partie entière au rhythmus. Ça, c'est la première fois. Et là, il dit très très clairement que le rhythmus, ce n'est pas le métrum. Hein, il oppose les deux. Et ça, c'est évidemment un fil continu dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. L'opposition du rythme et du maître, du rhythmus et tact, etc. Hein, mais ça, vous connaissez ça très bien. Mais alors du coup, est-ce que vous faites le partage entre, moi, ce que j'appelle 3 champs sémantiques, quand on parle de rythme? En gros, il y a le champ de la mesure, de la structure, du métrum, du tact. Il y a le champ sémantique du cycle,
de la période, qui me semble autre chose, dont une variante est le tempo, et le ralentissement ou l'accélération, parce que le tempo est un paramètre du cycle et non pas de la structure ou de la mesure, qui elle reste la même. Et le troisième champ sémantique, c'est le champ de la rupture, de la syncope, de la mort, même si elle renaît, etc. Ces trois champs sémantiques-là, finalement, sont, me semble-t-il, compris tous les trois dans le mot rythme. Oui, oui, tout à fait. Et je suis tout à fait votre définition. Hein. On a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois. Simplement, bon, si vous voulez, moi, je suis historien, c'est-à-dire que j'essaie aussi, dans chacune de ces expériences sociales, de voir comment ça s'articule en souplesse, je dirais. Hein. Bon. Mais je retrouve toujours, d'une manière ou d'une autre, ce que vous appelez la structure, le mouvement et la périodicité. Hein. Ce sont les trois termes, je crois, auxquels vous tenez, quelle que soit la combinaison, vous le dites aussi. Donc pour moi c'est pareil, c'est quelle que soit la combinaison, quelle que soit l'intensité de la présence, ça marche quand même toujours. Et puis j'y ajoute, enfin j'y ajoute pas, puisque vous le dites tout aussi bien, mais d'une autre manière, cette idée de sa cloche. J'aime beaucoup l'article de Frédéric Bisson là, dans la revue auquel nous avons participé, ou, enfin, je ne sais plus si j'ai fait dans celle-ci, mais vous, oui. L'idée que la claudication, il dit exactement ceci, tout rythme est boiteux. Hein, tout rythme est boiteux. Ça m'a beaucoup inspiré. Tout rythme est boiteux, parce que ça marche vraiment très bien. Il faut qu'il y ait il faut que ça boite pour que ça marche. Hein. Il faut des choses, sinon c'est pas le rythme, sinon c'est le métronome, c'est les secondes de notre montre, mais ça c'est pas du rythme. Voilà. Une question un peu différente, merci. C'est une idée que j'ai parfois rencontrée, que j'ai lue, une notion sur les tons corporels et en fait qu'il y a un rythme naturel dans le corps et ça dépend des heures de la journée. Donc souvent pendant la nuit, j'entends que les personnes malades, au milieu de la nuit, souvent à ces heures-là, les personnes malades meurent ou les personnes qui ont des problèmes se sentent pires. Je me demandais en fait si vous avez dans vos recherches rencontré cette idée des temps et de comment on se sent aux heures de la journée, comment ça régularise notre bien-être. Et quel rapport ça pourrait avoir avec le rythme musical, s'il y en a. Et si c'était une idée aussi généralement présente au Moyen-Âge aussi, je me demandais si vous aviez vu cette idée. Bon, évidemment, comme vous vous en doutez, la conception du corps, de la circulation sanguine, du rôle du cœur, sont des choses totalement différentes. Hein. On est au Moyen-Âge dans une tradition médicale antique, c'est Galien, Hippocrate, etc. Et en passant par les Arabes, mais évidemment, on n'a pas du tout les mêmes représentations de tout ça. Cela dit, on sait très bien ce que c'est le pouls, par exemple, hein, donc le rythme cardiaque. On connaît, le rythme du souffle aussi, c'est très important, et on essaie de l'expliquer. Hein. On essaie de l'expliquer, évidemment d'une manière qui n'est pas la nôtre, de même qu'on essaie d'expliquer les marées en pensant, enfin il y a beaucoup d'explications, mais il y en a une en particulier où on projette dans la mer un petit peu la représentation qu'on a du corps, et on dit que la mer, elle a du souffle, vous voyez, donc c'est ce genre de choses. Mais ceci est tout à fait important donc, dans les écrits médicaux. Hein, les écrits médicaux, alors il y a toute une évolution, bien sûr, entre je sais pas, quelqu'un comme Hildegard de Bingen, le nom vous est peut-être connu, au XIIe siècle, dans une vision encore très, très symbolique et analogique du monde, et puis les médecins qui sont plutôt formés à la pensée aristotélicienne au XIIIe siècle, XIVe siècle, et qui ont une représentation organiciste beaucoup plus nette et qui donc se penche sur ces problèmes-là. Mais bon, ils n'ont pas exactement les mêmes conclusions que nous. Alors cette question des rythmes du corps, des rythmes internes comme ça, du cœur et du souffle, c'est très important aussi pour la question de l'écriture. Ça c'est dans une autre partie, si vous voulez, l'écriture monastique notamment, l'écriture manuscrite, et qui est un processus continu pendant des journées entières. C'est donc une épreuve. C'est extrêmement pénible. Hein, et ça, il y a beaucoup de scribes qui le disent. Tu vois, ils disent vraiment, c'est une épreuve terrible, c'est une ascèse. Et ils le vivent justement en rapport avec les rythmes de leur corps. Hein, le souffle
Et on a pu même montrer, alors cette fois par des analyses extrêmement précises sur le plan, enfin avec l'ordinateur, etc., comment le mouvement même de la main restitué par les lettres, vous voyez, suivait ce rythme-là. Hein. Et puis comment, par exemple, la fatigue aussi intervient, et on voit le rythme se ralentir, et l'écriture commencer à se défaire, mais ce n'est pas visible à l'œil nu, hein, c'est vraiment des questions de millième de millimètre, hein, ou de centième de millimètre. Comment l'écriture est en train de changer. Et à ce moment-là, on voit la pause. Ça ne se voit pas dans l'écriture parce qu'elle est continue, mais il y a une pause, manifestement, pour que le scribe reprenne des forces et recommence. Voyez. Donc il y a, vous voyez, alors tout ça c'est très lié au corps. C'est pourquoi cette deuxième partie, pour moi, est très, très importante. Elle va dans ce sens. Y a-t-il encore des questions pour Jean Clocher ?